Bonsoir à tous. Comme vous le savez, chaque semaine nous avons un parrainage et cette semaine nous sommes parrainés par les éditions Séguier qui publient un premier roman absolument éblouissant qui s'intitule Underdog de Bruno Marsan. Un underdog, c'est un peu le chien dans un combat de chiens dont on n'attend pas qu'il gagne et qui finalement remporte la victoire. C'est l'outsider, le loser magnifique. Et c'est l'histoire d'un fils de paysan béarnais à qui rien ne réussit, mais qui va devenir un milliardaire à Wall Street parce qu'il s'identifie à Rocky. Et c'est aussi un livre sur la vie de Sylvester Stallone. Donc on a à la fois ce narrateur loser et on a Stallone qui est clochard à New York. C'est vrai, hein, il a vraiment été. Il habitait dans la rue, puis il a eu l'idée de Rocky et il s'est fait tout seul. Et c'est un livre très drôle et très puissant. Et vraiment, je le recommande. Voilà, c'est Underdog de Bruno Marsan chez Séguier. Bonsoir Vanessa Schneider, vous êtes journaliste, grand reporter au journal Le Monde, après avoir travaillé à Libé et à Marianne notamment. Mais vous êtes aussi l'auteur de déjà 12, c'est ça, une douzaine de livres ouais, même un peu plus, ouais. Ouais. Alors vous allez bientôt rattraper votre père, Michel Schneider, parce que lui, il en a écrit une trentaine. Ouais. C'est ça, encore un un peu de marge. Encore un petit peu de boulot. La peau dure est un récit sur lui, sur cet homme qui m'a énormément touché, parce que peut-être il me rappelle aussi mon père à moi. On va en parler. Ils ont le même côté jouisseur et égoïste. C'est ça. Est-ce que vous avez voulu faire un livre sur une génération d'hommes ? Oui, forcément, parce que c'est... à travers ce personnage, moi je pense qu'on est à la fois, quelque part on est l'enfant de son enfance, et c'est pour ça que je tenais à raconter l'enfance de mon père qui a été assez effroyable, comme celle de votre père, même si elle était différente. Mais aussi, on est aussi évidemment l'enfant d'une génération. Et cette génération des hommes qui sont nés tout à la fin de la guerre ou juste après la guerre, dans des pays qui étaient ruinés, avec des familles éclatées, avec des drames, avec des morts. Ça a fait des enfances évidemment particulières et des personnalités singulières. Mais donc Michel Schneider est né en 1944, donc il n'a pas vraiment connu la guerre. Mais... Non, il disait qu'il l'avait bien connue. Ah oui. Mais c'est vrai que vous pensez, moi c'est ce que je pense, c'est que l'après-guerre a fabriqué une génération d'hédonistes. Ils pensaient qu'à tourner la page, ils voulaient se libérer, quoi. Ils voulaient plus être comme leurs parents et leurs grands-parents. Oui, parce que en fait, on oublie que toutes ces années d'après-guerre où ils ont grandi, même s'ils étaient petits, c'était quand même les années des tickets de rationnement, c'était les années où, on manquait de tout, on manquait de charbon, on avait du mal à chauffer, on avait du mal à s'habiller, il fallait tout reconstruire. Donc, ils sont nés quand même dans un sentiment d'insécurité. Et puis après arrive un truc magique quand même, qui est un truc inespéré dans l'histoire de France, c'est les 30 Glorieuses, où tout d'un coup, l'industrie se met à fonctionner à fond la caisse, il n'y a plus de problème d'emploi. Il n'y a plus de problème de paix, puisque le monde est en paix, en tout cas l'Europe est en paix, et eux ils arrivent à l'orée de ces 30 glorieuses, ils ont 15, 18, 20 ans, ils se disent mais pourquoi pourquoi nos parents continuent à nous emmerder, pourquoi dans les universités on continue à avoir cette espèce de hiérarchie et où on doit être complètement baba devant les profs, et voilà, c'est à notre tour maintenant de tout casser. Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est que c'est là peut-être où nos pères sont différents. C'est que moi, le mien, il embrasse le capitalisme, il part faire ses études aux États-Unis, il veut devenir un grand homme d'affaires. Le vôtre devient un révolutionnaire. Et lui, il fait partie des Mao, enfin, il est... Ah oui, le mien, il apprend le chinois, il ne fait pas semblant, Lui, il veut changer le monde, il veut pas profiter du monde. Ah non, il veut vraiment changer le monde, il n'était pas tout seul, Oui, bien sûr. Ils étaient quand même un certain nombre à vouloir, dans différentes chapelles, les trotskistes, lui, il était maoïste, il avait
choisi, curieusement, ça reste un peu un mystère pour moi, un des groupes les plus totalitaires, les plus épouvantables de la mouvance gauchiste, alors que c'était quand même un être qui était assez épris de liberté individuelle, donc c'était... et en effet, ils voulaient faire comme en Chine, c'était le modèle, c'était la Chine, donc nous, on vivait chinois, hein, mon père apprenait le chinois, on avait chez nous de grands posters de Mao Tse-tung, voilà. On recevait la Pékin Express, voilà, c'était la Chine, quoi, la Chine à la maison. Je vous fais lire un passage que je trouve assez saisissant, c'est le moment où il est plus ou moins viré de ce mouvement Mao pour avoir commis un crime très grave. On va le lire. Un crime très grave dans cette organisation où on n'avait pas le droit, par exemple, d'être marié, d'avoir une compagne, d'avoir des enfants. Il devait cacher notre existence parce que ça déviait de l'engagement révolutionnaire. Il était embourgeoisé. Rien ne pouvait nous faire dévier de l'engagement révolutionnaire. Donc là, c'est à la fin de son engagement dans ce groupuscule. Il tomba finalement pour un fait dérisoire, mais éminemment important pour l'organisation. Il avait été aperçu par un camarade en train de lire Proust dans le bus qui le conduisait de la porte d'Ivry à l'usine Rhône-Poulenc où il devait distribuer des tracts. Promptement dénoncé, il fut convoqué devant un tribunal populaire, sommé de faire amende honorable pour avoir trahi la cause en s'adonnant à des lectures bourgeoises. Il n'y a que 2 sortes d'êtres sur terre, lui asséna son chef, ceux qui ont l'angoisse du passé et ceux qui ont la crainte du lendemain, les bourgeois et les prolétaires, les bourgeois pourris de Proust et les prolétaires, et le prolétariat international de France. Choisis ton camp. Après 4 ans de bons et loyaux services, mon père se dit qu'il était temps de partir. À la recherche du temps perdu lui permettait de quitter le petit livre rouge. C'est quand même hallucinant d'être viré d'un mouvement déjà révolutionnaire. Déjà de devoir se cacher. Oui, pour avoir lu lectures, Proust dans un bus, quoi. Oui. Non, mais ça, c'est... Alors, vous avez souvent parlé de vos origines familiales. C'est pas le premier livre que vous écrivez là-dessus. Une récidiviste de la famille. Il y avait La mère de ma mère en 2008 sur Anna Clara, qui était votre grand-mère maternelle, c'est ça? Qui était une actrice haïtienne. De Port-au-Prince, qui avait honte de ses origines ou qui cachait ses origines, mais qui a été assez célèbre. Qui avait, alors, elle n'était pas. Je pense qu'elle était. J'ai regardé, moi j'ai vu qu'elle avait tourné dans pas mal de films. Elle a tourné, oui, puis avec des réalisateurs prestigieux, des films. Elle a tourné avec Cukor, elle a tourné aux États-Unis, mais avec toujours, d'ailleurs on le voit dans les génériques de films, c'est assez terrible et ça raconte cette époque, hein, c'était avant-guerre. On mettait même pas, elle avait même pas de nom dans les films, c'était la négresse. Oui. Donc elle jouait des rôles de bonne, et tout ça, ça l'affectait évidemment énormément parce qu'elle aurait voulu être comme les actrices blanches de l'époque et qu'on lui soit attribué d'autres rôles. Donc il y avait une espèce de honte, en effet, de honte de la couleur de peau, d'auto-racisme, quoi, qu'elle avait intégré et inculqué à ses enfants. Et vous avez commencé cette démarche de revenir aux sources familiales avec ce livre-là. Ensuite, il y a eu Tâche de ne pas devenir folle en 2009. Alors, du coup, côté paternel, votre famille roumaine, qui évidemment, enfin, excusez-moi, mais c'est quand même une bande de tarés, on a l'impression. Un peu, oui, il a une famille de fous, comme disait plus poliment mon père. Voilà. Mais est-ce que vous y êtes parvenu à ne pas devenir folle? J'y travaille. J'y travaille. Alors peut-être que les livres m'y aident un peu, mais non, ils m'aident surtout à avoir un peu des repères dans tout ce foutoir, parce que c'est vrai que c'est une famille qui est très... Toutes les familles sont complexes, névrosées. On va pas... Je pense qu'on peut dénicher dans chaque famille des tonnes de problèmes et de secrets et de violences diverses. Mais c'est vrai que moi, des deux côtés, on cumulait quand même beaucoup de choses, parce qu'il y avait déjà des ruptures de liens liées à l'exil. Hein. L'exil, ça veut dire que on se coupe d'une partie de sa famille, qu'il faut tout reconstruire, ça fait des personnalités particulières. Et puis du côté de ma mère n'a jamais revu sa famille. Et du côté de mon père, il y avait cette famille complètement éclatée, puisque avec ma grand-mère qui était alcoolique et qui avait fait des enfants avec des pères différents, et tout ça, mon père l'a découvert bien plus tard. On ne devrait pas
pas s'appeler Schneider. Ça explique beaucoup de choses, parce que son père n'est pas son père, son père officiel biologique, soi-disant, plutôt le père officiel n'est pas le père biologique, le père officiel est mort quand il avait 4 ans, du coup sa veuve... Était homosexuel. Oui, oui, lui était homosexuel, la veuve devenue alcoolique, violente. Il y a quand même un frère suicidé, une sœur folle, un cousin qui s'est jeté d'une falaise. Non, c'est pas si fréquent que ça. C'est pas si banal. Non, je pense que qu'il y ça. avait oui, il y avait. Alors moi, quand j'étais enfant, ça me paraissait pas banal, mais en effet, et quand je commençais à raconter un peu aux copines et aux copains, et là, je voyais les yeux s'écarquiller et même presque de l'incrédulité. On devait se dire, elle est un peu mytho. Elle rajoute, c'est pas possible qu'il y ait tout ça dans la même famille. Et puis, il y a votre cousine, Maria Schneider, sur laquelle vous avez écrit un livre. Tu t'appelais Maria Schneider en 2018, adapté au cinéma en 2024. Et alors elle, votre cousine, a basculé dans la toxicomanie après le tournage du dernier Tango à Paris. On va en parler plus tard, mais là aussi... oui, c'est quand même c'est une histoire assez violente, assez tragique même. Oui. Alors bon, moi je crois pas à la malédiction, mais c'est clair qu'on se trimballe des trucs de génération en génération. Cette grand-mère qui était malheureuse parce qu'elle avait épousé à l'âge de 15 ans un homme qu'elle ne connaissait pas, ce Schneider, qui s'est révélé être homosexuel, donc pas du tout intéressé par elle, avec qui elle avait noué une espèce de pacte maudit, où lui reconnaissait tous les enfants qu'elle ramenait d'hommes différents, mais tout ça dans le secret. Bon, à l'époque, évidemment, on divorçait pas, et qui a été malheureuse toute sa vie et qui a, du coup, engendré aussi une tribu d'enfants assez malheureux, qui n'ont pas su forcément rendre leurs enfants heureux. Donc, il y a des espèces d'effets de chaîne comme ça, très douloureuses. Votre père, il est... alors, ça, j'ai pas très bien compris. Il est logé à l'hôtel à 14 ans. Oui. Il n'est pas chez lui. Mais il n'y a plus de chez lui, en fait. Il n'y a plus de chez lui parce que son père est mort, parce que ma grand-mère, à force de boire au volant, elle a eu quelques pépins, donc elle était invalide assez jeune. Elle est retournée chez sa propre mère. Et en fait, c'était une fratrie de 7. Mon père était le dernier, donc les autres avaient fait à peu près leur vie. Et le dernier, on le fout à l'hôtel. Oui, alors en fait, je pense qu'il ne voulait pas non plus vivre avec sa grand-mère. Non, oui. Et il se retrouve en effet à l'hôtel en face du lycée. Et quand ma mère le rencontre, il a 14 ans, il vit tout seul à l'hôtel en face du lycée Buffo. Donc c'est quand même une enfance très particulière. Lycée dont il sera viré d'ailleurs aussi. Oui, après il a été viré de moult lycées, oui. Parce qu'il était un peu livré à lui-même. Donc préférait faire des conneries. Comment vous définiriez Michel Schneider ? Alors, est-ce que c'est un psychanalyste, un écrivain, un grand critique, un haut fonctionnaire ? Il était un peu tout ça à la fois. Oui, puis je pense qu'il aurait eu horreur qu'on le définisse. Si, il aurait rêvé qu'on dise... Pour lui, ce qui avait le plus de valeur, c'était évidemment l'écriture. Il aurait rêvé soit d'être musicien, comme ses parents, soit d'être... qu'on dise qu'il était écrivain, c'était ce qui avait le plus de valeur à ses yeux. Il avait fait l'ENA parce qu'il est devenu... il était brillant, donc quand il s'est décidé à travailler, et puis ça lui apportait une sécurité qu'il n'avait pas du tout eu ni dans son enfance ni dans sa famille, où il y avait pas c'était une très grande pauvreté. Ils avaient avec toutes leurs phrases qu'ils avaient claqué tout l'argent de la famille. Donc oui, il était, mais je pense qu'il avait besoin c'était un homme qui avait besoin d'avoir des compartiments, des secrets, plein de vie à la fois, plein de vie à la fois, pour essayer de maximiser ce temps passé. J'ai une question quand même fondamentale. Est-ce que vous auriez pu écrire ce livre de son vivant ? Non. Ouais, non. Je comprends. Non. Moi, c'est pareil. Non, j'aurais pas pu. Alors après, il apparaît comme personnage très secondaire, comme figure dans certains de mes livres, puisque c'était l'oncle de Maria Schneider, donc il apparaît un peu dans mon second dans sa famille. Mais tâche de pas devenir voilà, folle, il c'est apparaît. sa famille. Mais c'est pas l'objet central. Après, moi j'ai toujours su que j'allais écrire sur lui, mais ça me paraissait évident que j'attendais qu'il soit plus là, parce que
Bah, je pense que peut-être par lâcheté, hein, je voulais pas avoir son regard sur ce que j'écrivais, mais aussi parce que, alors, moi, en tant que lectrice, je suis toujours très mal à l'aise quand j'ai le sentiment d'être pris en otage dans un. Oui. Moi, je voulais pas faire un livre de règlement de compte, je voulais pas faire un livre de colère. Je voulais dire les choses, mais pas régler des comptes à travers un livre. Donc, Oui, ça puis une supposait quand même. Je trouve on fait pas des livres pour blesser. Voilà. Non, 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 mais en plus, une vie, tant qu'elle n'est pas terminée, c'est difficile de dresser un bilan. Donc peut-être aussi Bien qu'il sûr. il faut attendre la fin pour pouvoir regarder voilà, Bien l'intégralité sûr. du parcours. Oui, et Quoi. puis moi, en l'occurrence, la fin de vie de mon père, qui était assez effroyable parce qu'il était malade, d'ailleurs exactement de la même maladie que le vôtre, Oui, ça oui. fait partie C'est une maladie de des boomer, points hein. ouais, mais qui pourtant est très rare. Mais bon, Oui. bref, il est devenu quelqu'un d'autre à la fin de sa vie. Oui. C'est-à-dire qu'il il s'est apaisé, Oui. il est devenu beaucoup plus doux. Et donc, c'est vrai que j'aurais écrit un livre sur lui avant, j'aurais pas décrit le même personnage. Oui, oui. Et puis aussi, j'ai découvert après sa mort, quoi, plutôt il m'avait Oui. laissé avant de partir, Tous ces papiers. plein de choses. Oui. Et des choses qui portaient un éclairage différent. J'ai pas appris des scoops incroyables, hein, mais plein de petites choses, des lettres, des photos, des lettres qui s'écrivait à lui-même, des courriers qu'il avait adressés à sa mère quand il était jeune. Donc des choses qui, évidemment, dessinent un personnage qui Oui. est autre que les simples souvenirs que je pouvais en avoir. Alors, le point de départ, c'est une phrase terrible qu'il vous dit et qui est au début du livre. Nous sommes la première génération à avoir tué à la fois le père et le fils. En gros, et je trouve cette phrase, c'est une belle formule en fait, c'est une formule Oui, assez oui, oui, brillante oui. qui condense la révolte de ces années-là, c'est-à-dire avant nous, bon débarras, il n'y a plus rien. Après nous, le déluge, on s'en fout. Exactement. Et en même temps, pour la fille, d'entendre son père dire une chose d'une telle cruauté, évidemment, ça vous heurte et on sent que c'est à partir de cette colère que vous décidez d'écrire le livre. Ben, en fait, quand j'ai entendu cette phrase, oui, je me suis dit, j'ai même pas eu besoin de la noter, je savais que je m'en souviendrais toute ma vie. C'est-à-dire qu'en effet, à la fois, elle était géniale, et je me suis dit, le fait même de l'énoncer comme ça, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui le pensent, qui se disent, bon, moi, mes gosses, après, je m'en fous, ou ce qui va se passer, on fait table rase, et puis après, en effet, après moi, le déluge. Mais de le dire, Ouais. là, c'était quand même de l'assumer comme ça. Alors, il y a le psychanalyste qui parle aussi, Oui, hein, mais justement, qui est amateur de bons mots et qui Ouais, aime enfin, si on est jouer avec les mots. psychanalyste, c'est quand même extrêmement maladroit de dire ça à sa fille. Alors, c'était pas le psychanalyste le plus adroit. Alors, je sais pas quelle pratique il avait, ça restera un mystère, mais en tout cas, dans sa propre famille, non, c'était pas le plus adroit. Mais c'est vrai que cette phrase, je me suis dit, oui, en effet, il y a quelque chose en dehors de lui, de sa personnalité, il y a quelque chose à raconter Oui. sur cette génération-là. Alors, j'aime pas trop le terme génération, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas tous comme ça, mais en tout cas, ils représentent un certain type d'hommes qui se sont dit, mais nous, voilà, c'est tout pour nous maintenant, en fait, c'est Ouais. tout pour nous. Ben, libre et égoïste. Voilà, c'est comme ça. Et vous dites, à un moment, c'était un grand homme et un enfoiré de père. Donc vous Ouais. êtes assez direct. J'ai même trouvé dans Technicart un entretien où vous dites, c'était quand même une sale génération d'égoïstes. Oui, oui. C'est assez dur. Oui, et en même temps, en même temps, on les a aimés, hein, parce que Oui. moi, j'aime énormément mon père, donc c'est pas pour ça qu'ils sont pas attachants et qu'il n'y a pas d'amour qui circule. Hein, on peut être égoïste, et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, mais je peux pas complètement leur en vouloir parce que c'était quand même pas mal leur époque. Oui. Ils ont eu bien raison d'en profiter. Moi, franchement, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'anxiété Donc, vous trouvez écologique. que avec... finalement, l'égoïsme était plus sain que la générosité obligatoire ou que la bien-pensance universelle. Oui, bah alors après, on peut essayer de trouver un juste milieu, mais j'arrive pas à avoir un jugement trop sévère en fait, parce que il est de bon ton en ce moment de dire que les boomers, c'est eux qui nous ont mis dans la voilà. C'est François Bayrou qui a dit ça. Voilà, ils sont responsables de tout et Oui. de bon. Alors c'est vrai qu'ils étaient inconscients.
c'est vrai que c'était l'époque où on fumait dans la voiture, toutes fenêtres fermées, on jetait les mégots par la fenêtre, les bouteilles de plastique. Bon, après, on savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui non plus. Hein. Il y avait quand même... oui, ils ont été inconscients. Oui, ils ont cru, comme mon père, ils ont soutenu des dictateurs qui se sont révélés être des brutes sanguinaires. Et bon, mais bon, j'arrive pas à totalement les condamner. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'il y a de commun, peut-être, entre nos deux livres. C'est il y a une colère, au départ, qui tourne à l'émotion. Plus on avance dans votre livre, et plus c'est sensible, et plus vous humanisez ce personnage qui est quand même assez... vous le décrivez comme colérique, très dur. Agressif. Et puis, petit à petit, quand même, vous le sauvez. Et notamment en lisant ces livres. Parce que vous parlez beaucoup des livres qu'il a écrits. En relisant ces livres, oui, j'ai trouvé beaucoup de clés dans ces livres. Alors ça, c'est la chance d'avoir eu un père qui a écrit, parce que c'est... même si c'était ce qui l'énervait, il disait, moi, j'arrive pas à écrire au jeu. Mais en même temps, évidemment, il dévoilait beaucoup de lui dans ses livres, y compris dans le choix des personnages auxquels il s'attachait, puisque il écrivait que sur des grands dépressifs et des grands mélancoliques dans lesquels il se reconnaissait. Il a écrit sur Schumann, il a écrit sur Proust, il a écrit sur Marilyn Monroe. Il écrivait que sur des personnages un peu désespérés et noirs à son image. Il a eu d'ailleurs le prix Interallié pour Marilyn Dernière Séance en 2006. Il vous a légué, alors vous dites, il m'a légué la peau dure et les yeux cernés. Qu'est-ce qu'il vous a légué d'autre ? Le goût des livres, évidemment, la lecture, quand vous dites la colère s'apaise, évidemment, elle s'apaise parce qu'à un moment donné, on fait c'est pas facile d'être, vous le savez, d'être enfant d'hommes comme ça, d'hommes très égoïstes, on peut durs, qui sont, moi, il me parlait mal. Attendez, je vais le citer. Il vous dit que vous allez être mannequin chez Olida. Oui. C'est dégueulasse. Franchement, c'est pas sympa du tout. C'est nul. Mes enfants le prendraient très mal. C'est nul. Alors sauf qu'ils connaissent pas la marque Olida, qui était une marque de saucisses sous vide, qui était pas ce qu'il y avait de plus glamour dans les étals des supermarchés. Mais oui, puis ça c'est dit à 12-13 ans, quoi. C'est dégueulasse. C'est à des âges où on se construit. Vous avez été fâché 5 ans avec lui, à partir du moment où vous avez décidé d'écrire. Il était genre furieux que vous vouliez signer Vanessa Schneider. Il n'a pas supporté. C'est incroyable ça aussi, c'est quand même, c'est un ogre destructeur, quoi. Il fallait qu'il n'y ait que lui. Ouais. Et ça, alors pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Ça m'a... Parce que pour moi, il y avait quelque chose, c'était ce que je voyais autour de moi, les parents souvent même vivent par procuration les succès de leurs enfants. Bernard-Henri Lévy avec sa fille Justine, il est fier, il la défend. Il la soutient. Voilà. Vous, c'est genre, je t'interdis d'utiliser le même nom que moi, il n'y aura pas deux Schneider en librairie. Il vous dit ça, c'est dans le livre. Je trouve ça, franchement, je trouve ça... au-delà d'être absurde, parce que ce que je lui avais dit, on n'est pas si connu que ça, ni toi, excuse-moi, mais... et puis c'est un nom qui est quand même porté par d'autres, hein. C'est pas un nom d'une originalité extrême. Et moi en plus j'écrivais dans la presse déjà depuis 15 ans sous mon nom, quoi. C'était fou. Et toute cette histoire autour du nom, de vouloir que je renonce à ce nom qui n'est même pas le sien, puisqu'il n'était pas le fils de Schneider, quoi. Bon, tout ça était... c'est dingue. Et d'ailleurs... C'était très irrationnel et très violent. C'était très violent. Quand il dit qu'il n'y a pas de place pour deux Schneider en librairie, la preuve que si. Dans les librairies, vous avez les livres de Michel et de Vanessa Schneider, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et les gens font la différence, et on ne faisait pas du tout la même chose. Mais peut-être que ça m'a motivé, je ne sais pas. Hein. Peut-être mais attendez, il voulait effacer ses enfants, en fait. C'est ça le fond de l'histoire. Oui. Et pour un psy, je trouve que c'est assez étrange. Il y avait une forme de... et ça, c'est quelque chose qui est assez... Alors, suite à mon livre, j'ai eu d'autres échos de ce type de relation. Mais c'est assez rare et assez tabou de ces gens qui se sentent en rivalité avec leurs enfants. Ouais. Et c'est vrai que quand on devient soi-même parent, ça nous semble dingue de se dire comment je peux être jaloux de mon, de mon enfant ou me sentir en rivalité ou me sentir menacé. Là, c'était vraiment de l'ordre de la menace existentielle. Et en même temps, c'était insupportable parce qu'il était très violent et très désagréable. C'est pour ça que j'ai mis de la distance. Et avec le recul... je me dis, mais quelle vulnérabilité et quelle fragilité, en fait. C'est bizarre. Dans quelle fragilité il devait être
pour se sentir menacé par moi qui, C'est même... franchement, je débute... J'ai pas fait des best-sellers du premier non, coup. Il voit que vous devenez journaliste. Du coup, lui-même se met à écrire dans Le Point pour être aussi journaliste. Enfin, c'est très infantile, en fait. C'est ça. Et mon frère devient prof et il prend un poste à la fac. Alors qu'il disait, c'est un métier de merde. Et oui, il fallait qu'il soit là partout où on était et, si possible, un cran au-dessus. Oui. Alors, à votre avis, pourquoi y a-t-il tant de récits sur les pères et les mères en ce moment ? Il y en a eu un paquet, je ne vais pas refaire la liste parce que je les ai presque tous reçus ici. Oui, il y en a eu énormément. On ne s'attendait Carrère, pas à ce Amélie qu'on soit Nothomb, si nombreux. C'était dingue. Amélie Nothomb, Justine Lévy, Raphaël Antoven, enfin il y en a eu plein. Est-ce que vous pensez qu'on essaie de comprendre cette génération sûrement ? Est-ce qu'on essaie de corriger le tir ? C'est quoi ? C'est pour leur pardonner quelque chose ? Alors, moi, je pense, d'une part, il y a toujours eu des livres sur les pères, Proust et sur sa mère. Et puis même les mythes grecs, ça parle que de la famille et des rapports parents-enfants, intrafamiliaux. C'est le fondement de la littérature, c'est la famille, la société familiale. Donc, il y a toujours eu... Là, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, donc ça a surpris, parce qu'on était vraiment très, très nombreux on s'est moqué de nous un peu, la prise de papa-maman, alors, moi, je pense qu'il y a un effet bêtement générationnel, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'auteurs un peu confirmés, autour de la cinquantaine, qui ont perdu leurs parents, parce que très souvent, c'est le décès qui fait qu'on a envie de faire un bilan. Dans le cas d'Emmanuel Carrère, dans le cas d'Amélie Nothomb, dans votre cas, dans mon cas, très souvent, dans le cas d'Anne Berès, c'est le décès des parents qui provoque l'envie de les raconter. Donc, on est tous arrivés à un moment où on a à peu près tous perdu nos parents en même temps. Après, oui, il y a peut-être une réflexion plus générale, mais je ne sais pas si elle est juste ou pas, sur le monde est tellement changeant, peu prévisible, que c'est très difficile de se saisir des événements qui nous entourent comme objet de littérature, parce que on est vite dépassé, en fait. La réalité est plus forte que la fiction. Donc, on pourrait aussi se dire que la littérature contemporaine devrait s'emparer de la guerre en Ukraine, de la guerre au Moyen-Orient, de, je ne sais pas, Trump qui veut envahir tous les pays limitrophes, des sujets autres que papa-maman, quoi. Oui, ça s'est fait. Il y a eu l'excellent, d'ailleurs, le livre Wanted, notre président du prix Goncourt, qui était un très bon livre sur l'accession de Trump au pouvoir avec l'histoire avec Elon Musk, et une espèce de dystopie. Mais le malheureux, 3 semaines après, c'était fini. Musk était parti, il s'était fâché. Oui. Donc, vous voulez parler de Philippe Claudel ? Le roman Wanted de Philippe Claudel, qui était très très bon. Moi, je me suis régalée à lire ce livre, mais c'est vrai que 3 semaines après, c'est rapidement obsolète, c'est ça le danger. Alors qu'il avait imaginé un scénario fou, et c'est presque aussi fou, voire plus fou, ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a peut-être aussi cet effet-là, et puis un besoin de retour sur l'intime, peut-être aussi. Mais moi, parce je pense que aussi quand on regarde autour de soi, c'est un peu angoissant quand même, tout ça. Donc de retourner sur d'où on vient, de ses origines, qu'elles soient géographiques. Il y a beaucoup de géographie dans tous ces livres aussi, de gens qui profitent de la figure du père ou de la mère pour raconter une certaine France, un certain territoire, une certaine époque. Je pense, parce qu'il y a, c'est la chanson, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous racontez une époque qui pourrait faire vraiment halluciner les jeunes qui lisent ça. Et aussi, quel bon personnage. Ce sont des bons personnages. Mais moi, c'est ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les gens qui trouvent qu'il y a trop de papa-maman se rassurent, parce que moi, je ne suis pas du tout convaincue qu'il y ait des choses à raconter sur notre génération. Je ne suis pas sûre que nous on devienne des personnages de romans. On a quand même... Non, mais c'est vrai, on n'a rien connu. On n'a pas connu de guerre, on n'a pas fait la Révolution, on n'a pas cru en des idées qui allaient changer le monde, on n'a pas connu de bouleversement. On est quand même allé au Baron et au Montana. C'est quand même passionnant. Voilà. Mais moi, je ne suis pas forcément convaincue que nos enfants aient envie de nous raconter... d'écrire qui c'est matière à... remarquez, tant mieux. Alors que c'est vrai que là, on a quand même, cette époque, elle a forgé des personnages qui étaient éminemment romanesques. Voilà, c'est... Et il fallait qu'ils soient déraisonnables pour être romanesques. Votre père, très mauvais conducteur.
Oh là là, il y a une scène très drôle, vraiment, c'est terrible. Et il est tellement mauvais père qu'il vous perd dans la forêt. Un jour, vous êtes perdu dans la forêt. Oui, il nous perd, il nous perd pas mal. En fait, non, vaut mieux en rire, hein, mais quand on est enfant, en fait, ça suscite beaucoup d'inquiétude. Vous voyez qu'il ne sait plus où il est. C'était pas serein, en fait, du tout, la vie avec mon père. On savait que ça pouvait dégoupiller quand même. Non, mais racontez l'histoire dans la forêt. Racontez l'histoire dans la forêt. Oui, c'était quand on était tout petit. Il nous emmène nous balader dans la forêt, se promener dans la forêt, mon frère et moi. On a 14 mois d'écart avec mon frère, donc on était vraiment tout petits. Et puis, oui, il nous perd littéralement. C'est-à-dire, il ne retrouve plus son chemin. Et surtout, je le vois perdre complètement pied et se mettre à s'angoisser. Et c'est moi qui, du haut de mes 6 ans, je sens qu'il faut prendre les choses en main parce que mon frère commence à pleurer, que mon père ne sait plus du tout où on est, que la nuit commence à tomber. Ça fait des heures qu'on marche dans cette forêt sans retrouver notre chemin. Et puis, qui essaye de chanter, de mettre un peu d'ambiance jusqu'à ce qu'on retrouve un bout de goudron quelque part. Mais c'est vrai que, oui, ça crée des enfances un peu inquiètes, quoi. Voilà, il y a toujours un sentiment d'intranquillité, de se dire est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va rentrer, parce qu'il y avait toujours ce mystère. Il voulait jamais. On lui disait tu rentres à quelle heure? Il dit ça te regarde pas. T'es de la police. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Alors, il y avait les sans plénipotentiaires qui pourraient ne pas rentrer, par exemple, qui pourraient ne pas revenir. Donc oui, ça crée des enfants un peu tranquilles. Votre livre, il m'a fait penser à la Familia Grande de Camille Kouchner, mais sans le viol. Mais je veux dire, c'est la même ambiance. Oui, sans la débauche sexuelle, c'était pas du tout ça. Non, chez mais nous. Ça, mis à part, c'est quand même la même ambiance, c'est-à-dire de famille de gauche, engagés et tout, qui en fait, où en fait les enfants sont livrés à eux-mêmes un peu, et où les parents, c'est eux les enfants. En fait, c'est les parents qui sont les enfants. Alors moi, j'avais une mère qui était quand même, qui venait qui avait une enfance tellement effroyable que elle tenait à mettre un cadre. Donc nous, on mangeait à des heures fixes. Moi, je sortais de l'école, j'avais mon pain au chocolat, on nous faisait faire les devoirs et tout ça. Donc il y avait un cadre. Après, c'est vrai que les enfants, j'aime bien l'expression de Justine Lévy, elle dit ça, elle dit on considérait comme des mini-adultes, quoi, des adultes en taille réduite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce truc on disait tout devant les enfants. On parlait de tout. On racontait les histoires de cul des copains, des trucs, des je sais pas quoi, des tromperies, des choses qui nous terrifiaient et puis qu'on n'avait pas du tout à savoir. Aujourd'hui, vous faites pas ça du tout avec les non, nous on essaie de trouver le juste milieu entre. Alors aussi, c'était une génération qui sortait de familles où il y avait un culte du secret absolument épouvantable. Mon père a appris à 25 ans que son père n'était pas son père. Donc les familles étaient tellement construites sur le secret, sur les enfants n'ont pas le droit de parler à table, les enfants n'ont pas le droit de poser de questions, on ne dit pas aux enfants c'est pas de leur âge, qui fait que on crée des générations et du coup je pense qu'il y a eu une espèce d'effet. En plus la psychanalyse est passée par là, on disait il faut tout dire aux enfants, il faut rien cacher, il faut. Je pense que nous, notre génération, on essaye de trouver un peu un entre-deux, en disant, oui, en effet, il ne faut pas cacher des choses trop, sinon c'est des bombes à retardement. Et en même temps, ils ne sont pas obligés de tout savoir, ils ne sont pas obligés de tout voir, ils ne sont pas obligés d'assister à tout. Et ils ont le droit d'avoir leur place d'enfant et leur monde d'enfant. On les surprotège maintenant. Peut-être que dans quelques années, on s'apercevra qu'on a été beaucoup trop... On les a trop, on les a trop couvés. Et qu'on en a fait des nigauds inadaptés. Devine tes citations, c'est le célèbre jeu de conversation chez la Pérouse. Donc, je vais vous lire des phrases de vous que vous avez écrites dans tous vos livres. Mais il y a des pièges. Et vous devez me dire... Donc, c'est pas uniquement dans celui-là. Voilà, non, pas uniquement dans celui-là. Dans quel livre avez-vous écrit « Les boomers, parce qu'ils avaient manqué de soins, de tendresse et de mots, s'arrogèrent un droit inédit au bonheur ». Dans la peau dure. Dans la peau dure, 2025. Donc la guerre explique tout, mais n'excuse rien, c'est un peu ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que Michel Schneider a été heureux ? Non. Ah oui, vous êtes radical, oui. Non, je pense que c'était quelqu'un de profondément mélancolique, douloureux,
il a eu évidemment plein de moments de bonheur. Hein. Il pouvait rire, il aimait des choses très simples, il aimait le soleil, il aimait lire, bouquiner sur la plage, il aimait... mais il y avait des profonds moments de mélancolie. Mais de toute façon, il n'aimait pas les gens heureux. C'était un peu ces personnalités qui estiment que quand on est intelligent, on doit forcément... Ça va avec... On doit souffrir. On doit souffrir, oui. Ouais. Et à la fin, il a retrouvé un apaisement. Et d'ailleurs, ça m'a rendu triste. Moi, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'ait pas découvert ça avant, en fait. Surtout quand on est un grand psychanalyste, a priori, on est là pour aider les gens à aller mieux. Et soi-même, non. C'est ça qui... je pense que lui-même n'avait pas tout guéri, oui. Ouais. Autre phrase de vous. Ah non, peut-être pas de vous. Il est hors de question que je m'occupe des gosses. Ah oui, c'était lui, ça. Ça, c'est lui. Lui. Il dit ça à sa femme. Oui, qui voulait travailler. Ma mère avait émis l'idée de... Oui. Elle voulait travailler, mère, et elle ne voulait pas qu'elle travaille. Oui. Là encore, c'est quand même très étonnant pour quelqu'un qui soutenait le MLF, le mouvement de libération de la femme, et en fait, son féminisme était, moins motivé que sa liberté. Il s'arrêtait à la porte de la maison. Chez nous, c'était pas du tout ambiance MLF, mais du tout. C'est qu'en effet, il avait de grandes proclamations. De grands discours. Mais moi, ma mère, c'était traditionnel. Hein, elle n'avait pas le droit de travailler. Elle s'occupait des courses, des enfants, de la cuisine. Elle n'avait pas de carte bleue. Elle n'avait pas de compte en banque, même quand c'était autorisé. Et mon père lui donnait l'argent en liquide le dimanche soir pour les dépenses du ménage. Comme une aumône, quoi. Ouais. Et je peux vous dire que moi, ça m'a construit. Parce que de voir... D'ailleurs, ma mère elle me disait, ne te retrouve jamais dans ma situation, parce que c'était une situation quand même épouvantable. De dépendance totale. Et c'est vrai que quand je voyais ma mère essayer de négocier, lui dire cette semaine, il me faut un peu plus d'argent, parce que je dois acheter des fournitures scolaires pour les enfants. Et oui, ça m'a motivée pour faire des études, être très vite indépendante et ne dépendre jamais de personne. Mais un père qui dit « ne me demande jamais de m'occuper des gosses », je me demandais historiquement à quel moment ça a changé, ça. Est-ce que c'est assez récent, en fait. Je veux dire, dans les années 90, probablement. C'est là que commencent les nouveaux pères qui s'occupent des enfants, qui mettent les enfants sur leur dos et dans les kangourous, qui les amènent à l'école. Paternité. Non, mais c'est vrai, c'est ultra récent. Ça n'a que 30 ans. C'est ultra récent. Moi, quand j'ai commencé à travailler à Libération, au milieu des années 90, je me souviens, on était plusieurs à attendre des enfants en même temps, et c'était... d'abord, on n'osait pas dire si notre enfant était malade, jamais on en parlait, on se débrouillait, on trouvait des formules pour... on allait chercher des copains, des copines, pour... c'était pas... On voulait pas se permettre de dire au travail, il faut que je m'occupe de mon enfant. Non, il fallait jouer au bon petit soldat, et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, alors c'était un moment de bascule, mais les copains mecs, ils attendaient que leur femme aille chercher les gosses à la crèche ou à l'école, quoi, et ils traînaient au bureau. C'est récent et c'est nouveau. Et moi, ça me frappe maintenant de voir que les mecs font, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, ces gestes-là. Oui, ça n'a jamais existé. Mon père s'est jamais occupé de ses enfants, jamais. Alors, je pense un des grands changements, c'est évidemment le travail massif des femmes. Parce que tant qu'il y avait une répartition, l'homme ramène l'argent, la femme s'occupe des enfants. Bon, mais à partir du moment où les femmes se sont mises à travailler autant que les hommes, à un moment, il n'y avait plus de raison de ne pas partager le reste des charges domestiques, donc l'éducation des enfants. Mais j'ai l'impression que certains, ils prennent goût, c'est chouette. Ah, mais oui. Autre phrase. La scène du beurre est une idée que j'ai eue avec Brando le matin avant le tournage. Qui a dit ça ? Ça, c'est Bernardo Bertolucci qui s'est expliqué sur ce qui s'était passé lors du tournage du Dernier Tango à Paris. Vous citez cette scène phrase entre Marlon Brando et Maria Schneider, qui était ma cousine. Et oui, je cite cette phrase. Elle est importante, cette phrase, parce que souvent dans les histoires, dans les affaires de violences sexuelles et sexistes, il y a souvent deux versions. Il y a une accusatrice ou des accusatrices, et puis un accusé qui dit pas du tout, il s'est absolument pas passé ça. Alors que là, dans cette histoire du Dernier Tango à Paris, tout le monde est d'accord pour dire la même chose. C'est-à-dire que Maria Schneider a dit tout de suite ce qui s'était passé. On m'a fait
je suis tombée dans un traquenard, une scène pas écrite au scénario, une scène de sodomie pas écrite au scénario. Et Bernardo Bertolucci a toujours dit « Ah, c'est vrai, on l'a pas prévenu, c'était pas sur le scénario. » Et on l'a pris par surprise et on s'est arrangé derrière son dos. Et malgré ça, malgré que les versions soient concordantes, il se trouve encore des gens pour contester. C'est curieux. Parce que lui, Bertolucci disait, oui, en gros, j'ai fait à l'envers, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, en l'occurrence. Mais lui, il le justifiait par... je fais de l'art. Donc, ça vaut bien ce qui maintenant est plus du tout audible. Ce que beaucoup de metteurs en scène. Piala, au nom de l'art, on s'autorise de ne pas être... Pour créer une spontanéité, une réaction plus... De surprise, il disait, je voulais que ses cris soient vrais, que sa colère soit vraie, que ses pleurs soient vrais. Ça, c'est des phrases qu'il a dites. Donc, elle a été piégée. Vous racontiez ça dans Tu t'appelais Maria Schneider en 2018. Mais surtout, cette scène du beurre, c'est la seule dont tout le monde se souvienne. C'est ça qui est terrible. Le scandale a concerné ce moment-là. Et c'est ce moment-là qui a détruit Maria Schneider, en fait. Parce qu'après, on ne lui parlait plus d'autre chose. Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça. Ça a été terrible. Ouais. Ça a été terrible parce que d'abord, ça a eu des conséquences directes sur... oui, en effet, elle est tombée dans l'héroïne. Elle a eu beaucoup de problèmes d'addiction, ce qui lui a valu malheureusement une mort très prématurée. Mais ça l'a enfermée. Oui, ce n'était plus que la femme d'une seule scène, d'un seul film. Et c'est pour ça que moi, je voulais écrire sur elle aussi. C'était de raconter... elle avait été bien autre chose, y compris dans le cinéma, parce qu'elle a fait d'autres très beaux films. Et puis de raconter la femme qu'elle était au-delà de cette scène épouvantable. Autre phrase, je ne suis que ce qu'on pense que je suis. Ça, c'est une phrase que j'ai retrouvée dans un agenda de mon père, qu'il avait écrit peu de temps avant de mourir. 2022. Peu de temps avant de mourir, il avait écrit cette phrase sur son agenda. Et ça m'a troublée parce qu'en fait, il y avait toujours cette question, alors peut-être qu'ont les enfants illégitimes et de ceux qu'on a traités de bâtards dans la cour de récréation, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, puisque... mon père, d'ailleurs, se faisait traiter de bâtard sans comprendre ce que ça voulait dire. Il pensait que son père était son père. Donc, tout ça était très compliqué. Et il y avait avec cette question de l'identité, c'était un sujet, pour lui, de qui je suis, puisque mon père n'est pas mon père, puisque mes frères sont pas mes frères, puisque mon nom n'est pas le mien. Et ça, c'est quelque chose, j'avais retrouvé aussi, ça m'avait frappé, il y avait tout un dossier, il y avait des dizaines et des dizaines de photocopies de cartes d'identité, de passeports. Alors, on peut en faire une au cas où on perd sa carte d'identité ou son passeport, parce que c'est toujours une galère de refaire ça. Il avait une angoisse mais là, il y en avait plein. C'était complètement démesuré, de une perdre angoisse son identité. d'exister. Qui je suis. Et ça explique, d'ailleurs, quand on est indéfinissable... Mais c'est émouvant, moi, ça m'a beaucoup ému de voir ça. Je pense que ça explique sa maladresse avec ses enfants, puisque lui-même ne savait pas trop qui il était. Une autre phrase, alors qui a écrit ça ? Toute biographie est un mensonge. Oui, je le sais, mais bon, il suffit qu'on m'interroge. C'est votre père dans Mort imaginaire. Oui, dans ce consacré à Marilyn Monroe. Et vous avez... Alors, je me demandais, toute biographie est un mensonge. Vous avez écrit une biographie. Alors, vous avez menti dans ce livre ou pas ? C'est un mensonge, pas au sens conscientisé. On ne se dit pas, je vais raconter n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est notre regard, moi c'est ce que je trouve fascinant, même au sein des familles. Je pense qu'on aurait pu être 10 frères et sœurs. On aurait fait 10 livres différents. Oui, bien sûr. Donc c'est dans ce comme sens-là dans les crimes, dans les procès. Il n'y a pas de vérité. Et même lui, il se serait raconté, il aurait fait encore autre chose. Moi, j'ai eu cette conversation avec mon frère après mon livre. Il me dit, écoute, tu as dressé un portrait très juste de papa. C'est exactement papa, mais je n'ai aucun souvenir de ce que tu racontes. Alors là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et lui a d'autres souvenirs moi... Parce que... D'abord, je pense qu'on retient des choses
par rapport à la sensibilité qu'on a. Il y a des choses qui nous heurtent par rapport à notre sensibilité, il y a des choses dont on se souvient, ça nous a marqué parce que ça a créé soit une peur, soit alors que l'autre ne va pas ressentir les choses de la même façon. Et puis la position n'est pas la même. Même si avec mon frère, on a 14 mois d'écart, je suis l'aîné, je suis une fille, il est le second, donc tout le prisme change et le regard change. Donc évidemment, en tout cas, une biographie n'est pas la vérité. Non, je pense pas. N'est pas la vérité. Tout à fait. Et n'a pas prétention à l'être. Question importante. Qu'en aurait-il pensé, Michel, de ce livre ? Alors, je suis bien incapable de le dire, mais je pense, puis ça serait malhonnête de faire parler, la seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il aurait été très déçu que je ne fasse pas un livre sur lui. Ah, donc il aurait été content qu'on parle de quelqu'un d'aussi important. Mais voilà, oui, et puis d'ailleurs, il a tout fait pour que je le fasse. Et il aurait été très déçu que je le fasse pas, parce que, on l'a dit en commençant, c'était quand même une génération de gros égoïstes avec des égos bien installés, même s'ils étaient fissurés, fragilisés par des doutes. Et donc, mon père, comme beaucoup d'écrivains, il avait cette hantise de l'oubli. Oui, voilà. Et c'est vrai que on le constate tous les jours. Il suffit qu'on se balade là sur les quais, on voit des auteurs, on se dit, qui ont eu leur heure de gloire, qui étaient très importants à leur époque et dont absolument plus personne ne se souvient. Donc il avait cette... et écrire sur les autres, c'est quand même un moyen de les faire... c'est un prolongement de vie. Oui. On parle d'eux, donc ils existent encore. Il y a une autre phrase de lui que j'ai notée. La seule chose qui l'effrayait plus qu'une femme était une femme qui écrit. Oui, il a écrit ça aussi. Ça, c'est dans Je crains de lui parler la nuit, en 1991, qui est un beau livre de Michel Schneider. Femme écrivante, il disait. Oui, la femme écrivante. Oui, pour lui, c'était l'épouvante. Hyper misogyne. Ouais, l'épouvante. Un seul reproche sur votre livre, le titre. Il y avait c'était déjà pris par mon amie Elisabeth Quint, qui avait fait un livre en 2002 qui s'appelait La peau dure. Qu'il avait elle-même pris à Guérin. En fait, c'était un titre de Guérin. D'accord. Ouais, c'était un livre des années 50. Il a été beaucoup utilisé. C'est une exploit. D'abord, c'est pas un titre, c'est une expression. Il faut avoir la peau dure. C'était un livre de Guérin qui avait eu un grand succès, qui a été repris après par Elisabeth Quint, par Bachung. Et alors moi, en fait, quand j'ai parce qu'il y avait d'autres possibilités. Moi, ça aurait pu s'intituler Comment mon père ne m'a pas tué, par exemple. Un truc comme ça. C'est un peu... Bon, c'est pas terrible. Non, mais moi, ça correspond à une anecdote du livre, puisque c'est une phrase que répétait mon père, ou une histoire qu'on entendait quand on était petit, et où il dit, c'était un petit éléphant à qui il arrivait des tonnes de malheurs, qui se faisait taper par tout le monde, et il disait, je m'en fiche, j'ai la peau dure, ça me fait pas mal, je m'en fiche, j'ai la peau dure, ça me fait pas mal. Et donc mon père, dès qu'il lui arrivait un problème dans la vie, il prenait la voix de l'éléphant et disait « Je m'en fiche, j'ai la peau dure, ça me fait pas mal ». Et donc voilà, la peau dure, quand on a choisi ce titre, les éditeurs, ils font toujours des recherches. C'est là qu'ils ont vu que le titre avait été donné à plusieurs reprises et... ils n'ont pas informé Guérin qui est mort depuis longtemps, mais qui était à l'origine de ce titre-là, mais on a informé les autres, évidemment. Mais il y a beaucoup de titres comme ça qui servent. Quand c'est des expressions, là, y a, des noms qui sont repris. Charlotte Casiraghi publie fin janvier un ouvrage intitulé La Fêlure. C'est Fitzgerald. Donc, le questionnaire de Becbédé, c'est moi-même. Pourquoi un jeune devrait-il lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok ? Pourquoi on devrait le lire tout court, pas forcément mon livre, je n'ai pas envie forcément de lui infliger ça, mais parce que tout simplement, en fait, il en reste quelque chose d'un livre, alors que quand on est, moi je scrolle aussi, on est tous attrapés par cette maladie, cette espèce de virus et d'addiction, et après on s'en veut, et pourquoi on s'en veut ? On s'en veut parce que justement il en reste rien, on a une espèce de bouillie, on a l'impression d'avaler plein d'informations, et si on nous demande après ce qu'on a vu comme image, ou ce qu'on a entendu, ou ce qu'on a appris, il en reste absolument rien. C'est de l'immédiateté, alors qu'un livre, on continue à y penser. Un livre qui vous marque, un livre qu'on aime, on le trimballe avec nous, on y repense, en marchant dans la rue, quand on vit des situations similaires, il nous rappelle d'autres situations, il nous aide à comprendre des choses sur notre propre famille. Voilà, un plaidoyer pour la lecture. Évidemment, c'est inégalable. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT ou d'autres logiciels d'IA ?
Boire. Non, Très bien, et très bien. rire, et rire, Oui, oui. et rire. Oh, ils peuvent dire maintenant, les derniers logiciels sont assez marrants. Ils peuvent commencent faire à faire de l'humour. ouais. C'est l'angoisse. Ouais. Vous n'avez jamais eu peur en l'écrivant que votre livre ne serve à rien? Bah évidemment. Hmm. Bah si. Non, mais de toute façon, il faut avoir peur quand on écrit. Je ne sais pas Oui, s'il y a des oui. gens qui écrivent en se disant je suis en train d'écrire vraiment un livre chef-d'œuvre. extraordinaire Si, il y dont en les a. gens ne se remettront pas. Malheureusement, Bon, il y en a. Oui, mais il y bon, en je a. pense que ça serait mauvais signe. Et évidemment, on doute à chaque ligne, à chaque moment. Et surtout quand on écrit sur soi et sur les siens. Parce qu'on se dit, mais en fait, bon, bah. Par moment, Qui on ça se va lit, on se dit, intéresser? ben voilà, qui ça va intéresser en fait? Moi, c'est parce que je les connais. Et on s'aperçoit, après les retours de lecture, quand il est dû que même si les gens n'ont pas eu la même histoire ou le même père ou la même... En fait, ça convoque, Oui. moi, le nombre de gens qui me disent, ça m'a rappelé plein de choses. Alors, mon père n'était pas exactement pareil, mais il y a toujours un endroit, et c'est ça la magie de la littérature, qui fait il y a des processus, oui, d'identification et de cousinage et de voisinage. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Non. Non, parce que je pense qu'il y a des très bons écrivains qui sont sûrement des sales cons, hein, mais en revanche, ce que je vous disais tout vous à savez, il y a une l'heure... mode des livres qui font du bien, avec de la bienveillance. Ah oui, mais ça, moi je trouve qu'il en faut pour tous les goûts. Et d'ailleurs, moi j'alterne. Il y a des fois, je lis des livres sinistres. Vous lisez Virginie Grimaldi? Qui me foutent le bourdon. Et des fois, je lis des livres qui sont... Gentil. Bah, qui sont gentils, oui, qui vont pas me faire mal à la tête, ou Oui. qui vont parler de sentiments plus agréables. On n'a pas envie de lire tous les jours Non, des c'est livres vrai. qui parlent d'inceste, de viol, de guerre, voilà. Donc, non, ce que je vous disais en revanche, c'est entre gentil et... Par contre, on n'écrit pas pour blesser. Voilà. Ça, Oui. c'est une règle que je me fixe. Vous avez déjà écrit en état d'ivresse? Non. Non. Ça me fait plutôt dormir, l'alcool. Donc, je ne suis pas très efficace. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être écrivain? C'est la solitude, la pauvreté ou la folie? Je dirais plus la solitude, parce que c'est vraiment un moment complètement à soi, quoi. C'est une excuse pour envoyer promener tout le monde. Oui, non, mais c'est un moment où on n'est pas en interaction avec les autres. Alors des fois, on en a ras-le-bol, hein. Bon, il y a des moments, j'en avais ras-le-bol, j'en pouvais plus là d'être toute la journée avec mon père, parce qu'on y pense tout le temps, même quand on n'écrit pas, même dans les périodes où on n'écrit pas, on est habité, on y pense tout le temps, donc c'est un peu encombrant en fait. Des moments, on a envie de se libérer le cerveau, mais c'est des bulles qu'on se crée dans un quotidien qui est quand même, en tout cas pour moi, très occupé, donc c'est agréable. La question Fahrenheit 451, si nous vivions dans un monde où les livres étaient interdits et brûlés par les pompiers, quel livre seriez-vous prête à prendre par cœur pour le transmettre à vos enfants ou Là, je à vais des vous gens? décevoir, c'est que je suis incapable d'apprendre quoi que ce soit par cœur. Donc déjà, moi j'ai Vous avez une mémoire j'ai eu à l'école déficiente? une éducation 68 arts où on faisait, vous savez, il y avait une mode, ça n'a pas duré très longtemps parce que je crois que c'était pas très efficace. La preuve, c'est que je suis incapable d'apprendre quoi que ce soit par cœur. On faisait des autodictées. Parce que c'était... oui, il n'y avait pas de dictée, on faisait des autodictées. C'est quoi une autodictée? Ah ben je sais pas, c'était un truc où en effet on avait 4 phrases et on devait, on les lisait, puis après on devait, pour mémoriser l'orthographe de cette façon-là. C'était pas très efficace, hein. J'ai ramé après pour rattraper mon retard. Non, apprendre par cœur, j'en serais bien incapable, et choisir un livre, c'est tellement difficile de choisir un livre. Ouais. Ça tombe mal parce que Mais si, ça peut être, je dirais, l'Iliade et l'Odyssée, ou un livre fondateur, quoi, voilà, oui. Ouais. Ou la Bible, même si je suis pas croyante, Parce mais des livres où il y a toutes les histoires, quoi, où il y a à la fois de l'humain, du général, de la philosophie. Ouais. Et puis il faut quand même continuer à transmettre le principal, c'est-à-dire voilà, Homère, Voilà. la Bible, c'est du Les sérieux. valeurs, voilà, c'est du solide. ça serait ça en fait. C'est la civilisation. Un livre qui vous donne envie de pleurer? Anna Karénine. Oui. Vous vous identifiez
à cette femme mariée Non, qui mais tombe amoureuse d'un autre? Bah, je m'identifie pas parce que nous, on a le choix de quitter, de se séparer. J'aime pas le mot refaire sa vie parce que ça n'a pas de sens, mais bon, voilà, d'avoir des vies successives et on est moins prisonnier de sa vie qu'on pouvait l'être par le passé. Mais c'est un destin absolument tragique, quoi. Cette femme qui meurt d'amour et qui est toujours rattrapée par la société, par le regard des autres, par la honte, par la jalousie. C'est peut-être ça, j'y c'est pense, très triste. le grand apport de cette génération de nos pères, c'est Évidemment. qu'on s'en fout de la société. Oui. Maintenant, on fait Oui. ce qu'on veut. Alors, il y a encore des injonctions et tout ça, Oui, mais oui. c'est vrai que voilà, on n'est pas heureux. On peut se dire, je suis plus Oui. heureux dans mon couple, je me sépare ou je divorce et je suis mariée et je peux être heureux avec quelqu'un d'autre. Et alors On que se jette pas sous un train pour ça, quoique. Voilà, alors que pendant des Oui. décennies et des siècles, on avait des vies qu'on ne choisissait pas souvent et dont on ne pouvait pas se sortir. Un livre qui rend intelligent. Un livre qui rend intelligent. Petite colle. Un livre de Michel Schneider? Je ne sais pas. Moi, j'en ai un que j'aimais bien, c'est Des livres et des femmes? Non, comment il s'appelle? C'est un des derniers. Oui, c'est le dernier, oui, Ouais. oui, où il n'avait pas vu que c'était un titre à double sens, parce que des livres et des femmes, et Oui, c'était des livres et aussi des femmes. des livres et des femmes. Ouais. Là, moi, les livres que je préfère de lui, c'est quand le livre sur Marilyn Monroe, il est magnifique. Ouais. Le livre sur Marilyn Monroe, il est magnifique parce que je trouve que c'est très... d'abord, il montre une autre vision de Marilyn Monroe. C'est sur son psychanalyste, Et en c'est fait. sur son rapport avec son psy. Et je trouve que l'apport, justement, de la théorie psychanalytique à la description des personnages et des époques, il est quand même très précieux, même si la psychanalyse est maintenant vilipendée, ça apporte quand excusez-moi, même mais beaucoup de choses. Le psy de Marilyn, il y a un échec thérapeutique flagrant, c'est qu'elle se suicide après. Donc, il n'était oui, pas si et bon puis- que ça, et le puis- psy. Et puis c'était... Alors bon, elle aurait pu se suicider, elle avait d'autres raisons de se suicider, et puis, mais c'est surtout, c'était une relation complètement folle, et pas du tout dans les cadres de ce que définit la psychanalyse, puisque elle dormait sur le canapé de son psychanalyste, elle partait en vacances avec la famille de son psychanalyste, elle l'appelait jour et nuit, elle le voyait tous les jours, quoi. Bon, c'était pas du tout une relation orthodoxe, Très comme on bizarre, dit. ouais, Ouais. ouais. Un livre que je regrette d'avoir lu. En fait, je les oublie. Ça arrive, hein, Alors avant, je m'imposais de les lire jusqu'au bout. Maintenant, j'estime que j'ai avançant en âge, je n'ai plus de temps à Plus de perdre. temps. Donc, quand je sens qu'un livre me déplaît profondément, je l'arrête. Et je les oublie parce que voilà, c'est mon tempérament. Je préfère retenir les choses qui me font du bien et qui laissent de jolies traces en moi. Et un livre, j'aime bien celle-là, un livre que je fais semblant d'avoir fini. Alors ça, non, ça je fais pas. Non? Non, parce que moi D'accord. j'ai un côté bon élève, j'ai toujours peur de me faire griller. Oui. Donc je ne mens pas du tout dans dans les dîners où les gens disent ah non non, et il y a des gens qui approuvent toujours. Oh, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui, je l'ai vu. Alors moi ça me terrifie, j'ai toujours peur qu'on me pose la question piège qui va faire que je vais être dévoilée dans mon mensonge. Donc non, ça je fais pas. Et dernière question, le livre que j'aurais aimé écrire. Que j'aurais aimé écrire, Martin Eden. Jack oui. London, Ouais. c'est magnifique. Ouais. Et les livres de Fitzgerald aussi, qui était une passion que m'a transmis mon père, mais parce que c'est des romans qui ont tout, quoi, qui sont amples, qui sont des vrais romans où on visualise les scènes avec des personnages très fouillés, avec de l'émotion, avec Mais c'est du des livres, c'est des rythme. livres d'hommes. C'est des livres d'hommes. Ah ouais. Pourquoi Ouais. vous ne m'avez pas répondu Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras? Bon, parce que j'ai été spontanée, et que la littérature n'a pas de genre. pour Ah, moi. merci. Je suis très content de vous l'entendre dire. Non, c'est vrai. Merci infiniment, Vanessa Schneider, Merci, d'être venue Frédéric. discuter à propos de La peau dure que je vous ordonne de lire, même s'il est sorti il y a longtemps. Et surtout parce qu'il est sorti il y a longtemps, les livres doivent durer toujours. Ils sont éternels. Nous, non, mais eux, oui. Oui. Merci à toute l'équipe du Figaro Télé. Qu'est-ce que je dois dire? À la fin de mon émission, j'ai souvent des trucs à dire, mais là, j'ai oublié. Enfin, en tout cas, n'oubliez pas le principal adage. Lisez des livres, sinon vous allez mourir idiot. Bonsoir. Bonsoir. Merci.